Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire Onboarding et Offboarding. Pourquoi est-ce la clé de l'expérience collaborateur organisé par Akoya et Workello. Écoutez, on va commencer sans plus attendre. Alors, donc je vais vous présenter déjà rapidement un petit peu les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc au menu du jour, on va parler dans un premier temps, dans une première partie, de l'expérience collaborateur et des enjeux du parcours collaborateur vraiment dans son ensemble. Ensuite, on enchaînera avec une partie sur les facteurs de réussite de l'onboarding, qui est donc le premier moment fort dans le parcours du collaborateur. Et ensuite, une partie sur les facteurs de réussite de l'offboarding, qui est donc le dernier moment clé dans le parcours du collaborateur en entreprise. Et voilà, à l'issue de ce webinaire, vous aurez donc énormément de conseils, de bonnes pratiques à appliquer très rapidement dans vos stratégies RH. Et on prendra ensuite un temps de questions et réponses. Surtout, n'hésitez pas à interagir dans le chat ou à poser vos questions. On les recevra et on pourra les prendre au fil de l'eau et aussi à la fin du webinaire. Voilà, alors je vais commencer par vous présenter les deux invités que nous accueillons aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous avons donc Maxime d'Akoya. Alors Maxime, je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir. Bonjour Eugénie, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Donc moi, je suis manager chez Akoya, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Je vais y revenir juste derrière. Et je porte l'expertise du talent management et de l'expérience employée depuis plusieurs années, puisque j'avais pu être détaché à plein temps sur le sujet il y a maintenant 3 ans pour rédiger un premier livre blanc sur le sujet, et un livre blanc qu'on a réédité cette année au sortir de la crise pour montrer ce qui avait changé et qui met en avant les bonnes pratiques. Et cette année, j'ai eu aussi la chance de donner des cours à HEC de façon plus large sur le strategic people management. Voilà rapidement pour moi. Très bien, merci Maxime. Je laisse maintenant Alexandre se présenter du coup côté Workello. Bonjour tout le monde. Enchanté Alexandre Brunier. Donc je suis cofondateur de Workello. Donc Workello, on verra un peu plus sur ce qu'on fait juste après. Mais en tout cas, les sujets d'aujourd'hui nous concernent particulièrement. Et de mon côté, passionné par les sujets RH et ça y est, entrepreneur, puisque Workello est ma deuxième aventure entrepreneuriale. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et partager avec Maxime autour de ces sujets d'onboarding et d'accompagnement au départ. Voilà. Très bien, merci à vous deux. Et je pense qu'on peut commencer. Peut-être, est-ce que vous voulez dire quelques mots un peu plus en détail sur Akoya et Workello? Ouais, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Akoya, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est spécialisé sur les enjeux humains en entreprise. On a un peu 3 grands types d'expertise. La première, c'est tout ce qui est transformation des métiers et des organisations. Donc, comment aider les organisations à anticiper leur grande transformation et les impacts que ça va avoir sur les effectifs, sur les métiers, sur les compétences. Donc, on fait notamment du strategic workforce planning. La deuxième, qui va être le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est l'expérience employée. Donc, comment améliorer l'expérience employée sur l'ensemble du parcours collaborateur. Et la troisième, c'est ce que nous, on appelle l'excellence RH, c'est comment aider les RH à asseoir leur position de business partner dans les entreprises en ayant une vision RH qui soit connectée à celle du business, en utilisant les bons outils digitaux et en exploitant les people analytics. Donc voilà rapidement. Alors, on travaille avec une bonne moitié du CAC 40 aujourd'hui, de secteurs très variés, hein, que ce soit le luxe, l'industrie, la pharma, les banques, et j'en passe, les médias également. Et on travaille aussi avec des startups et des scale-up, typiquement Welcome to the Jungle ou Doctolib. Merci Maxime. Alexandre, tu prends la main pour Workello. Oui, très bien. Alors du coup, pour Workello, donc nous on est une solution, une plateforme digitale qui réinvente en fait l'expérience d'arrivée, de mobilité et de départ. Donc nous en fait on a une solution qui est déployée dans seulement quelques jours. C'est vraiment un outil clé en main et qui vous permet justement de déployer des parcours d'intégration, de mobilité et de départ, qui vont être guidés grâce au digital. Et donc, ça tombe bien parce que ce sont nos sujets du jour. Donc, on est ravis de vous présenter un petit peu un maximum de bonnes pratiques que nous, on peut mettre en avant chez nos clients
En parlant de clients, justement, on a à peu près aujourd'hui plus de 200 clients chez Workelo qui vont de la PME à une centaine de collaborateurs jusqu'à plusieurs milliers après de collaborateurs chez des entreprises comme EDF ou Saint-Gobain ou autres qui sont des grosses organisations. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment tout type de clients sur plusieurs verticales, BTP, service à la personne, on est aussi sur le retail, conseil, différentes verticales qui utilisent aujourd'hui notre solution. Super. Ce que je vous propose maintenant, c'est de resituer un petit peu le contexte de pourquoi en fait on parle de tout ça et pourquoi on s'est rencontrés et pourquoi on voulait faire un webinaire sur ce sujet. Si on prend un peu du recul, nous, ce qu'on voit, il y a une grande différence entre ce qui s'est passé il y a globalement 3 ans et aujourd'hui. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, l'expérience employée, c'était un concept qui était relativement nouveau, pas forcément maîtrisé ni connu des entreprises. Il n'y avait que quelques entreprises qui étaient pionnières qui pouvaient avancer sur le sujet. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, au sortir de la crise, tout le monde connaît le sujet et tout le monde considère que c'est important. On voit qu'avec la crise et avec un marché du travail qui s'est de plus en plus tendu, où il y a une vraie guerre des talents, où c'est difficile d'attirer, de retenir et de fidéliser les collaborateurs au sein de son entreprise, l'expérience, promouvoir une bonne expérience est devenue une des clés du succès pour garantir cette attractivité et cette rétention. Et il y a des chiffres, alors il y a plein de chiffres qui le montrent. Un qui est assez important et explicite, c'est que 93% aujourd'hui des parties prenantes de l'entreprise considèrent l'expérience collaborateur comme stratégique ou important. Et il y a un chiffre qui est aussi intéressant, qui est que au sortir de la crise, 70% des entreprises qui n'avaient mis aucune politique d'expérience employée en place souhaitent en mettre aujourd'hui parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont traversé beaucoup plus difficilement la crise sanitaire que celles qui étaient déjà matures sur le sujet. Donc, ça progresse, c'est très bien, on se rend compte à quel point c'est important, mais en fait, on se rend compte aussi que les entreprises ont du mal à agir efficacement. Le chiffre est parlant, hein, 8% des entreprises qui mettent en place des politiques d'expérience collaborateur sont jugées satisfaisantes, les jugent satisfaisantes au sein des entreprises, et ce chiffre tombe même à 2% quand les politiques sont seulement gérées par les RH. Donc, on voit bien qu'il y a un peu un paradoxe entre tout le monde sait que c'est important, mais personne n'a vraiment les clés pour agir. Et c'est dans le cadre de ce webinaire, c'est ce qu'on va essayer de vous fournir des clés pour agir efficacement, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire que c'est difficile de savoir par où commencer, par quel bout prendre, quelle initiative mettre en place, qui impliquer, comment s'assurer que c'est efficace, etc. Et donc, ce webinaire a pour objectif de vous donner quelques clés déjà sur le sujet. Et en fait, les clés, les entreprises, elles les ont déjà, parce que les entreprises sont très fortes déjà sur la notion d'expérience client et les concepts de marketing. Or, aujourd'hui, on est tous à la fois des clients et des employés d'une entreprise. Et donc, ces techniques-là, marketing, qui fonctionnent auprès des clients, peuvent aussi fonctionner auprès des employés. L'objectif, c'est de repenser l'expérience employée en prenant en compte toutes les techniques qui existent pour améliorer l'expérience client. Et une d'entre elles, c'est de repenser le parcours du collaborateur, tel que le parcours client, où en fait, on va réfléchir comment fournir la meilleure expérience avant l'achat, pendant l'achat, après l'achat d'un produit ou d'un service. En fait, le parcours du collaborateur, il existe, on peut le tracer, et là, on l'a résumé sur cette slide. C'est-à-dire que je suis intéressé par une entreprise, je vais être recruté par elle, je vais commencer, dans mon onboarding, commencer mes premiers pas avec l'entreprise, et entre le moment où je commence et le moment où je sors de l'entreprise, il y a tout un tas de moments que je vais vivre en termes de learning et development, de feedback et performance, de rewards and recognition, de mobilité. Tous ces moments-là vont rythmer notre expérience au sein de l'entreprise et sont tous à prendre en compte. Alors évidemment, on n'a que peu de temps, ce serait très intéressant de parler de tout cela, mais en fait, c'est de là où sont nées aussi nos discussions avec Alexandre et Jenny, c'est qu'il y a des moments qui sont particulièrement critiques dans la vie du collaborateur, et c'est l'onboarding et l'offboarding, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et puis je vais te laisser, Alexandre, parler un peu plus en détail de l'onboarding avec quelques chiffres pour expliciter pourquoi c'est particulièrement important. Merci Maxime. En effet, du coup, nous, on va travailler donc, ensemble aujourd'hui. On va présenter aujourd'hui donc le premier moment qui est l'onboarding. Donc là, en petite intro, ce qu'on a voulu vous partager, c'est quelques chiffres déjà sur l'état actuel du coup,
du marché sur le sujet de l'onboarding. On se rend compte qu'aujourd'hui, les attentes autour de l'onboarding sont beaucoup plus élevées que ce qu'elles peuvent être réellement au sein des entreprises. En fait, l'onboarding a été historiquement, sur les dernières années, créé pour répondre à des enjeux opérationnels, donc savoir collecter les informations administratives, signer son contrat de travail, et puis un minimum d'informations transmises. Mais aujourd'hui, les attentes des collaborateurs se situent autour de l'expérience qu'on souhaite se vivre, aussi autour des échanges humains qu'on souhaite mettre en place pendant ces moments-là. Et puis, il y a tout un tas en fait, d'éléments qui font qu'un parcours d'intégration peut être beaucoup plus riche que ce qu'il est aujourd'hui dans beaucoup des entreprises, puisqu'en fait, on voit des résultats de satisfaction des collaborateurs sur leur parcours d'intégration et on voit que 88% n'ont pas été satisfaits, c'est-à-dire qu'ils n'estiment pas que c'était un onboarding parfait pour eux. Donc, on voit qu'il y a quand même de la marge de manœuvre, on va dire, en termes d'expérience qu'on peut leur proposer. Et donc, on va essayer justement de donner des pistes sur cette expérience et sur les éléments à avoir absolument dans ces parcours. Ensuite, un deuxième point, c'est que si on sort évidemment l'expérience côté collaborateur, on prend maintenant l'expérience des personnes qui entourent le collaborateur. Et là, on voit que même les managers sont un peu démunis face à cette situation. Et donc, on va voir aussi tout le rôle important des collaborateurs qui entourent, enfin des personnes qui entourent le collaborateur, comme le manager, par exemple, ou le parrain, qui ont besoin d'être accompagnés aussi dans ce rôle-là, puisque quand on fait un sondage sur les managers, on se rend compte que 43% ont déjà perdu un collaborateur sur les 3 premiers mois. Et quand on les sonde un petit peu sur les raisons, etc., il n'y a pas forcément de visibilité claire sur ces raisons. Donc, eux aussi ont besoin d'être guidés. Et donc, on va essayer aussi de vous donner des pistes sur comment accompagner vos managers dans le rôle qu'ils ont à jouer dans l'intégration. Voilà. Donc, pourquoi l'onboarding aujourd'hui doit être primordial dans votre organisation? Tout d'abord parce qu'il y a un risque financier important à ne pas travailler sur ces sujets. Alors, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui circulent beaucoup sur le coût d'un onboarding raté. Nous, il y a un tout dernier qui vient de sortir là, dans une étude qui a été publiée récemment par Le Figaro, qui montre que le coût d'un onboarding raté se situe autour de 45 000 € par collaborateur qui est au départ. Donc, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus importants qu'à l'origine ce qui avait été chiffré. Notamment, nous, dans une étude qu'on avait pu sortir, on était aux alentours de 7 à 10 000 €. Mais ce coût-là de 45 000 € qui a été publié dans une étude Le Figaro, en fait, intègre aussi évidemment les coûts de recrutement, les coûts liés à la formation du collaborateur sur les premières semaines, le temps qu'on a pu y associer, et également aussi une perte potentiellement du chiffre d'affaires lié au fait que le collaborateur reste seulement quelques semaines et s'en va ensuite. Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai risque financier à ne pas travailler sur ces sujets-là. Donc, voilà, du coup, on souhaitait le présenter aujourd'hui. Deuxième élément important à travailler sur l'onboarding, mon marque employeur, Maxime en parlait tout à l'heure en introduction, c'est vraiment un plus aujourd'hui de ce qu'on a vendu en entretien, de le mettre en œuvre directement dès l'arrivée. Et puis, ça permet aussi de mettre en avant des initiatives internes qui sont positives. On parle tout à l'heure de montée en compétences aussi liée au fait qu'un collaborateur qui arrive dans l'entreprise, si on le prend par la main dès le début, il va monter en compétences plus rapidement sur l'entreprise, sur ses enjeux et puis ses missions. Et puis, Maxime, tu l'expliquais en introduction, mais l'expérience au travail, si on ne commence pas déjà par la première brique, c'est un peu dommage de mettre en place pas mal d'initiatives par la suite, mais de ne pas travailler au moins sur ce premier moment qui est celui qui va vivre en arrivant dans l'entreprise. Et ensuite, après, il y a des sujets autour de la rétention, évidemment, puisque si on fait en sorte de créer un parcours engageant, eh bien, on va retenir le collaborateur dans la durée, dans l'entreprise. Et là, nous, on a pas mal de chiffres qui sont prouvés chez nos clients. On a un client, par exemple, dans le retail qui a réussi à améliorer de 28% sa rétention grâce au parcours Workelo. Donc, du coup, c'est des sujets vraiment qui touchent pas mal d'éléments d'organisation et même financier aussi. Et donc, il est important de travailler sur ces sujets d'onboarding, en plus, évidemment, des aspects d'expérience et de marque employeur. Et puis, aussi, en tant que RH, c'est aussi valorisant de voir que en travaillant un minimum sur des parcours, on a des retours qui sont immédiats avec des collaborateurs qui sont heureux. C'est vrai que ça, c'est vraiment travailler sur l'onboarding, ça a un impact immédiat, on va dire, en termes de résultats de satisfaction collaborateur. Et donc, c'est ce qui fait que, par exemple, nous, on arrive à suivre ça aussi dans notre solution. On suit le taux de satisfaction des collaborateurs et on voit vraiment un vrai
gain entre avant Workelo et après Workelo, ou en tout cas avant un parcours d'intégration travaillé et après un parcours d'intégration travaillé, sur justement la satisfaction des collaborateurs quand ils arrivent dans l'entreprise. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils vont se projeter dans la durée. Donc voilà, du coup, et après les derniers petits logos qu'on a mis en bas des slides, c'est plutôt pour illustrer le fait que, évidemment, tout ça, travailler sur l'intégration et les moments clés, notamment le offboarding à la fin, ça a aussi un impact sur vos classements aussi de satisfaction de vos collaborateurs. Et c'est des éléments de critères aussi sur des classements de type Great Place to Work ou Top Employer ou autre. Voilà. Du coup, Maxime, je te laisse la main peut-être pour présenter le premier cas, du coup, avec un exemple dans le milieu du luxe, du coup, que tu as présenté. Et après, je présenterai un deuxième cas de Bouygues Télécom, du coup, que l'on a accompagné et qu'on accompagne toujours sur l'intégration de leurs collaborateurs. Yes, avec plaisir. Juste pour resituer un peu pourquoi on a réfléchi à… Maxime, je crois. Ah, on ne m'entend plus. C'est bon. Pardon. Du coup, oui, on s'est dit globalement, en fait, au-delà de vous expliquer pourquoi c'est important de traiter l'onboarding, il faut aussi qu'on parle de comment, en fait, on le traite de manière efficace. Et donc, on s'est dit, on va parler d'un cas client chacun pour vous donner du concret sur comment concrètement on procède. Le cas que je vais présenter, donc c'est une entreprise du luxe et du retail, et on traitait la population de magasins. Et en fait, il était assez symptomatique des chiffres qu'on a évoqués auparavant. On était dans un contexte de forte concurrence du marché, donc concrètement, tout le monde s'arrachait les vendeurs et les bons vendeurs, et donc c'était difficile de recruter et de fidéliser. Et en conséquence, il y avait un gros turnover des effectifs, un turnover qui arrivait assez rapidement avec beaucoup d'effectifs qui partaient dès la première année. Et après des études approfondies, ils se sont rendus compte que l'onboarding avait un rôle important dans ce turnover parce qu'il n'était pas suffisamment assez bon, l'intégration n'était pas réellement efficace et aussi il était disparate entre les différents magasins, entre les différentes régions. Donc notre mission, elle était double. Elle était à la fois d'améliorer l'onboarding au global pour garantir une meilleure rétention, et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Alexandre, et aussi de pouvoir harmoniser les pratiques en fonction des différents magasins. Et alors, cette mission et ce projet a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais globalement, si on doit retenir 3 grands axes méthodologiques qu'on a pris en compte, ce serait ces 3-là. Le premier, c'est le design thinking. En fait, c'est se dire que trop souvent dans les entreprises, l'onboarding, c'est vu comme un process, comme une succession d'étapes qui doivent être réalisées par différentes parties prenantes. Alors qu'en fait, l'onboarding, c'est aussi vécu comme un moment. Si on change la perspective et qu'on se concentre sur l'expérience, c'est vécu par une succession de moments qui est vécu par le nouvel arrivant, mais aussi par les RH, par les managers. Et l'objectif, c'est de bien comprendre ces moments qui sont parfois positifs, ces moments parfois négatifs, pour pouvoir renforcer les moments positifs et atténuer les moments négatifs. Donc, on a un peu changé l'angle d'attaque et on s'est dit, au-delà du process, quels sont les moments vécus par les collaborateurs, et j'y reviendrai juste après. La deuxième brique méthodologique, c'est de se dire, une fois qu'on a fait le constat, comment on définit le nouveau processus d'onboarding. Et en fait, on a suffisamment de bonnes pratiques ailleurs pour pouvoir définir quelque chose qui tient la route et qui serait pertinent. Mais le faire sans impliquer ceux qui vont le gérer plus tard, parce que par définition, on est des partenaires, et Workelo et Akoya, donc on a vocation à aider, mais ne pas être là tout le temps, de fournir en fait les clés pour que après ça roule tout seul. Et donc, il faut co-construire avec les parties prenantes qui demain vont s'occuper de l'onboarding, donc les managers, les RH, pour garantir leur implication et s'assurer qu'ils se sentent responsables et qu'ils considèrent que le nouvel parcours d'onboarding soit pertinent. Et le troisième point, à la fin, l'objectif, c'était de créer un onboarding kit qui permette à tout le monde de s'y retrouver sur qui fait quoi. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ce soit les populations RH ou les managers, elles n'ont pas le temps parce qu'elles ont énormément de choses à faire et de façon très opérationnelle. Et souvent, les documents liés à l'ensemble de processus RH sont très exhaustifs, très fournis. Et en fait, le temps de tout parcourir, si on doit se farcir 50 pages pour comprendre tous les éléments, c'est pas forcément évident. Donc en fait, l'idée, c'était de réfléchir à quel niveau d'information on fournit au RH, au manager, qui n'est pas forcément le même, pour pouvoir garantir qu'il ait rapidement toutes les infos à sa disposition et au bon moment. Si je reviens un peu sur la partie design thinking et sur les émotions, puisque je pense que c'est important, en fait, l'idée, c'est de se dire que l'onboarding, alors déjà, c'est pas que le jour J. Il
il y a toute la phase de pré-boarding qui peut arriver 15-30 jours avant, comment on prépare le collaborateur, comment on prépare son arrivée. Il y a le jour J, et puis il y a la phase après, les 15 prochains jours, les 30 prochains jours, peut-être les 3 prochains mois, où en fait, le collaborateur est encore dans une phase d'intégration. Et l'objectif, c'est de voir sur l'ensemble de avant, pendant et après, ce qui se passe et quels moments vont être vécus par le collaborateur et qu'est-ce qui va être vécu comme positif et qu'est-ce qui va être vécu comme négatif. Un exemple concret, c'est de se dire, bon, bah, le collaborateur, 15 jours en avance, il reçoit un mail de son entreprise et du coup, il vit un moment positif en disant, ah oui, ils ont pensé à moi, c'est super, ils anticipent. Puis ensuite, plus rien, et le jour d'avant, il est stressé parce qu'il plonge un petit peu dans l'inconnu. Ensuite, il arrive, donc on l'accueille, on lui fournit tout son équipement, donc il se sent valorisé. Et puis le midi, en fait, il mange avec personne parce qu'on n'a pas forcément prévu ça, tout le monde se connaît, donc il ressent une expérience négative. Et l'après-midi, bon, il y a des réunions, donc ils sont intégrés, et puis à la fin de la journée, on n'a pas trop prévu ce qu'il devait faire, donc c'est négatif. Donc en fait, c'est une succession de moments positifs et de moments négatifs. Et tout l'objectif, c'est de mapper ces courbes d'émotions, qui sont d'ailleurs différentes pour le nouvel arrivant, pour le RH, pour le manager en question, pour ensuite, en fait, identifier les faiblesses, identifier les forces et essayer, du coup, de renforcer les forces et d'atténuer les faiblesses. Mais ce qui est intéressant, c'est que, oui, on peut atténuer les faiblesses et renforcer les forces, mais ce qu'on peut faire, et ce qui est surtout très important, c'est de travailler sur ce que nous, on appelle des pratiques de buzz, qui sont en fait un totem qui fait que dans 2-3 mois ou dans 2 ans, s'il devait se souvenir d'une chose de son onboarding, laquelle ce serait. Donc, c'est un moment qui va être peut-être 10% du temps sur l'ensemble de l'onboarding, et même pas, mais qui va être marquant et qui va faire en sorte que l'expérience va devenir inoubliable pour le collaborateur. Typiquement, nous, sur cette population retail, ce qu'on a préconisé comme totem, c'était à la fois d'avoir des box avec les produits iconiques de la marque qui étaient personnalisés avec le nom de la personne pour vraiment avoir un souvenir physique de son onboarding, mais aussi il y avait une visite en casque de réalité virtuelle d'autres magasins, puisqu'on l'a dit, les onboardings étaient différents, mais les magasins en tant que tels étaient différents, l'organisation était différente. Donc, comment voir un peu la diversité à travers une visite en casque virtuel pour se rendre compte un peu des enjeux des magasins et de quel sera notre rôle au sein de ces magasins. Donc ça, c'est des exemples un peu marquants où on va se dire, ah bah ouais, ça c'était cool, on a fait ça pendant mon onboarding et on peut en parler autour de nous. Et donc tu parlais de marque employeur, c'est aussi quelque chose qui renforce beaucoup cette marque employeur. D'autres exemples d'entreprises, il y en a beaucoup qui utilisent des approches gamifiées maintenant, aujourd'hui, pour, en fait, sous forme de questionnaire, tester le collaborateur qui arrive, mais aussi lui inculquer la culture d'entreprise, des différentes valeurs d'entreprise. Et en fonction de ses bonnes réponses, il peut gagner des points ou des insiders, des insights sur l'entreprise. Voilà, donc il y a tout un tas de manières de faire, de totems différenciants. Mais l'objectif, c'est de trouver les bons totems qui sont pertinents par rapport aussi à l'ADN de l'entreprise en question. Donc, si je devais résumer un peu, si on doit se dire quels sont les takeaways sur cette mission, le premier, c'est de choisir ses combats, c'est-à-dire que dans les courbes d'émotion, ce sera impossible d'avoir une courbe d'émotion où tout le monde est content, c'est toujours positif. Pour autant, il faut se dire, OK, quels sont les gros irritants qui sont vraiment problématiques au regard des différentes parties prenantes? Quels sont les totems qu'on veut mettre en place? Et prioriser ces actions-là qui ont un fort impact, quitte à laisser certains irritants, mais bon, c'est pas si grave, c'est aussi au regard des contraintes et des ressources qu'on a. La deuxième, impliquer, c'est faire adhérer. Encore une fois, plus on implique, plus les gens vont devenir des ambassadeurs du projet, plus ça va se relayer en interne et plus ça garantit une pérennité du nouveau processus d'onboarding. Et le troisième, c'est simpler is better. En fait, tout l'enjeu, c'est de se dire comment on fait en sorte d'être très clair et droit et concis, aller droit au but pour pouvoir fournir les bonnes informations à tout le monde. Donc voilà pour ce cas. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je te propose, donc là, c'est un cas plutôt stratégique sur la mise en place en amont de ce processus-là. L'avantage, c'est qu'entre Akoya et Workelo, on a un peu cette vision stratégique et la vision opérationnelle. Et du coup, je vais te laisser parler de ton cas, Alexandre. Merci Maxime, ouais, c'était super clair. En effet, du coup, nous, le cas qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est le cas de
Bouygues Télécom. Et puis après, l'idée, c'est qu'on élargisse aussi à d'autres cas, à d'autres généralités qui viennent en complément de ce que tu as dit, Maxime. Ouais. Donc, en effet, nous, on accompagne Bouygues Télécom depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Donc, vous connaissez tous Bouygues Télécom. Et donc, les enjeux étaient liés au pré-boarding et à l'onboarding de leurs collaborateurs. Et donc, grâce à notre solution, nous, on a créé en fait ce fil rouge tout au long de l'attente du premier jour et les premières semaines pour faire en sorte justement d'éviter ces moments où le collaborateur est un peu perdu, ne sait pas forcément ce qu'il attend. Et ce que tu expliquais, Maxime, justement, sur ces courbes d'émotions. Là, l'idée, c'est de créer justement ce fil rouge avec en continu en fait, des informations ou des étapes qu'on va lui faire faire, qu'on va lui faire passer. Donc, c'est des éléments qui sont gamifiés, évidemment, dans notre application aussi et qui permettent justement en résultat du coup de faire une montée en compétences qui est plus rapide sur notamment la découverte de l'entreprise, son organisation, sur le fonctionnement des différents produits, etc. Et puis des irritants qui peuvent apparaître, comme par exemple l'administratif, qui sont gérés de manière très simple dans l'application. Et puis, le rôle du manager était vraiment très important dans le cas Bouygues Télécom. Il souhaitait vraiment impliquer les parties prenantes. Et donc là, le fait de guider aussi ces acteurs et leur donner les clés de comment intégrer un collaborateur, c'est essentiel dans l'intégration. Et on a réussi à le faire ensemble grâce à Workello. Et voilà, tout ça dans un environnement multisite. Donc là, l'idée, c'était juste de vous montrer que le cas existe. Là, l'idée maintenant, c'est qu'on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a mis en place. Donc, en fait, nous, on a, dans notre secret sauce, on va dire, on a 3 grandes étapes et on a décidé, comme ce que tu as fait, Maxime, de vous faire, de vous pousser des éléments, on va dire, à retenir, importants, des takeaways que vous pourrez mettre en place juste après. Donc, en général, on décompose, nous, en 3 grandes étapes avant l'arrivée. Donc là, l'objectif, c'est vraiment motiver, garder motivé le collaborateur. Alors, on a des organisations, des fois, qui ont pas mal de no-show quand on intervient avant le premier jour. Et donc là, l'objectif, c'est de garder le lien avec le collaborateur et de le motiver. Donc ça, tu parlais tout à l'heure des courbes d'émotion, c'est exactement ça, c'est communiquer à des étapes clés, justement, en attente du premier jour. Et donc là, c'est ce qu'on préconise, nous, principalement comme bonne pratique. Deuxième étape, c'est pendant, donc là, c'est, on va dire, la première semaine. Là, pour nous, ce qui est clé, c'est de créer en fait cet esprit d'équipe et donc guider un maximum les acteurs qui sont autour de l'intégration pour faire en sorte, justement, sur cette première semaine-là, de créer un sentiment d'appartenance, de créer aussi de la cohésion avec le groupe. Donc ça, c'est nous ce qu'on a mis sur le thème accueillir chaleureusement et accompagner. Et ensuite, après, dans la troisième étape, une fois la première semaine passée, ou les 2 premières semaines, on est sur la fidélisation et déceler le moindre signal faible de ce que peut du coup ressentir le collaborateur dans son intégration. Donc évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont à intégrer dans un parcours, mais on va dire que voilà, déjà, si on fait ces 3 éléments-là, on arrive déjà à avoir un certain niveau de satisfaction du collaborateur. Et après, opérationnellement, comment ça s'est mis en place, du coup, sur un cas comme Bouygues Télécom, par exemple, ou d'autres, en amont, par exemple, nous, en communication, ce qu'on pousse, c'est ce qu'on appelle des moments de vérité, où en fait, 7 jours avant l'arrivée, on invite le manager, par exemple, à envoyer un message au collaborateur directement pour lui indiquer qu'on a vraiment hâte de le retrouver, qu'on a hâte que le collaborateur rejoigne l'aventure et puis qu'il soit impliqué dans les différents projets en cours. En général aussi, on conseille d'envoyer un message quelques jours seulement avant, donc 1 à 3 jours avant le premier jour pour donner les dernières informations, mais là plutôt pratiques. Du coup, à quelle heure on t'attend, qui demander à l'accueil, quel est le lieu de rencontre, etc. pour faire en sorte de rassurer et faire en sorte que ce premier jour ne soit pas un moment vécu avec stress. Et puis, donc ça, c'est la première partie de communication. Donc, c'est les moments de vérité. Après, il y en a différents autres qui viennent se glisser tout au long du parcours, mais on va dire qu'on va résumer sur ces 2 moments-là. Déjà, si vous arrivez à mettre ça en place, ça peut être pertinent déjà et différenciant
sur votre parcours. Ensuite, l'esprit d'équipe, c'est guider les acteurs. Là, pour moi, il n'y a rien de plus simple que d'envoyer au manager une to-do list de ce qu'il doit faire sur les premières semaines. Donc là, voilà, pas avoir une cinquantaine d'actions, mais avoir une dizaine d'actions de ce qui doit son must-have. Et puis après, les points réguliers, ça se fait à travers, nous on le fait à travers notre application. Il y a des petits questionnaires qui sont envoyés pour faire en sorte de sonder le collaborateur à différents moments pour identifier le moindre signal faible, pour faire en sorte que on réajuste potentiellement s'il y a besoin, du coup, ou qu'on vienne le rassurer sur un certain nombre d'aspects. Et tu as des exemples de signal faible que vous avez pu déceler justement grâce à cette analyse de données? Oui. Alors, du coup, nous, par exemple, on a des questionnaires qu'on peut envoyer avec des réponses très simples via seulement, par exemple, émoticône pour donner son ressenti en fait sur différents moments. Donc ça peut être un premier signal faible assez rapide à comprendre. Et puis après, sinon, on a aussi, nous, dans les actions Workelo, dans les parcours, on peut mettre en place des petits questionnaires ou des petits quiz qui viennent valider en fait certaines connaissances, Donc là, on s'assure aussi à travers ces éléments-là que le collaborateur suit bien les éléments qui lui sont demandés. Et puis après, il y a d'autres signaux faibles aussi qui peuvent être captés de par le relationnel aussi avec le manager, etc., qui peut potentiellement du coup jouer aussi dans le guide des acteurs. Justement, on préconise au manager justement de mettre en place des éléments de suivi auprès du collaborateur pour faire en sorte que aussi lui puisse capter ces signaux. Donc, il y a des signaux qui peuvent se capter de manière digitale. Donc là, du coup, on le fait à travers notre application. Et puis après, sinon, guider les acteurs pour que justement, ils puissent ressentir, mais qu'ils soient à l'écoute. Parce que c'est ça aussi, on n'est peut-être pas forcément à l'écoute, ou on n'a pas forcément les billes pour le faire. Donc là, au moins, les guider, c'est essentiel. Et ce qui est intéressant aussi, je te rejoins sur la partie analyse de données aussi, c'est d'avoir le bon niveau de granularité parce que les signaux faibles, par définition, c'est un petit signal que tu ne vois pas forcément dans la masse et parfois tu peux avoir en moyenne une très bonne note, mais si tu creuses un peu, tu as une fonction en particulier où ça se passe peut-être un petit peu moins bien. Et donc, c'est là où il faut regarder le bon niveau de granularité, soit par région, soit par pays, en fonction du cadre global. Mais c'est très important de nager entre tout ça pour s'assurer que tout va bien de partout et très rapidement déceler ces signaux pour pouvoir agir avec ces managers en question. Exactement. Et voilà, donc on avait fini sur les 6 takeaways, on va dire, de l'onboarding. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. À la fin, on va vous mettre des liens pour consulter nos contenus justement sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas après à télécharger nos contenus si vous souhaitez en savoir plus à Acquia et Workelo. Et pour faire la transition donc, avec la deuxième partie, alors déjà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur le côté. Sur la partie chat, on est vraiment là pour y répondre. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions si vous souhaitez en savoir plus sur comment impliquer un manager, comment mettre en place une bonne phase de pré-boarding. Enfin, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Soit on y répond au fil de l'eau, et puis, ou sinon, on peut faire il y a une session de questions-réponses qui est prévue à la fin. Yes. Et après, sur le deuxième moment clé, du coup, qu'on va vous montrer, donc la question que je vous posais juste avant, c'était justement, à votre avis, quel est le deuxième moment? J'ai spoilé, pardon. Tu as spoilé, ouais. Bon, c'est pas grave, Maxime. Je pense que les gens s'y attendaient avec l'introduction. Ouais, avec l'introduction. Mais voilà, du coup, en fait, dans la vie d'un collaborateur aussi, il y a 2 moments sur lesquels le collaborateur communique le plus à son entourage de son entreprise. Et les ratios de communication sont de l'ordre d'à peu près x9 à x12, c'est-à-dire qu'il parle 9 à 12 fois plus de son entreprise lorsqu'il est en phase d'arrivée et lorsqu'il est en phase de départ de son entreprise par rapport au reste de sa vie dans l'entreprise. Donc, ça montre que l'impact aussi de travailler sur ces 2 moments-là démultiplie aussi vos effets de marque employeur et voilà, vos effets de buzz que vous pouvez générer autour de l'expérience que vous pouvez leur proposer à vos collaborateurs. Donc, il est important aussi de travailler donc, sur l'onboarding, ça on l'a compris, mais aussi qui est un moment en général très joyeux, et puis aussi sur l'offboarding, qui peut être un moment qui est un peu plus difficile à accompagner ou sur lesquels les entreprises justement n'ont peut-être pas forcément les bonnes méthodes ou les billes pour accompagner leurs collaborateurs sur ces phases-là. Et on sait que c'est des phases qui sont clés aussi pour votre marque employeur. Donc, ça, c'était le 3e point, j'ai un petit peu spoilé aussi. Mais voilà, du coup, si on doit donner 3 chiffres sur le offboarding,
Donc, en fait, l'accompagnement au départ, donc offboarding, c'est le mot, c'est l'anglicisme évident pour l'accompagnement au départ, mais on est plutôt fan de la partie accompagnement au départ. En fait, c'est une phase qui est négligée aujourd'hui par les entreprises, comme je disais. Et puis, il y a seulement 30% des entreprises qui ont déclaré dans une étude récente qu'ils avaient écrit un premier parcours d'offboarding. Mais honnêtement, quand on discute, nous, avec des prospects ou des entreprises dans notre réseau, on se rend compte que c'est un moment qui n'est pas forcément travaillé et sur lequel il y a pourtant nécessité à le faire. Puisque, en fait, 85% des collaborateurs qui vivent un départ qui se passe bien, on parle positivement après de leur entreprise. Et après, c'est des effets boule de neige sur du recrutement futur. Donc, c'est important vraiment de travailler aussi sur ces moments-là. Un autre élément aussi qui va jouer dans pourquoi définir un parcours de départ du collaborateur, c'est que c'est aussi une opportunité d'apprentissage pour l'entreprise. Des fois, on entend notamment en ce moment avec les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles attentes aussi des collaborateurs sur leur relation qu'ils ont avec le travail. Les entreprises ont du mal à comprendre ce qui leur arrive, notamment en termes de départ, etc. Donc, travailler un minimum sur un parcours d'accompagnement au départ permet justement d'identifier pourquoi les collaborateurs partent et d'apprendre potentiellement et réinjecter ça après au moment de l'arrivée des collaborateurs. Donc ça, c'est aussi un point important. Et c'est pour ça qu'on fait le lien souvent entre onboarding et offboarding, c'est que les deux, en fait, ça vient s'alimenter en bonne pratique au moment de l'arrivée de ce qu'on a potentiellement identifié en choses à ajuster au moment des départs. Et donc, si on doit résumer du coup les bonnes pratiques sur ce… Donc là, je présente avant ça un cas pratique de Motul qui a accompagné, qu'on a accompagné de notre côté sur les départs. Donc une ETI française assez internationalisée qui a quelques centaines de collaborateurs. Et donc l'objectif, c'était d'identifier justement les causes de départ, gérer du coup la partie opérationnelle. Donc là, on entend faire en sorte qu'on s'assure que toutes les étapes soient bien suivies, parce que ça arrive aussi des fois que des gens quittent l'entreprise et puis ils aient encore accès au badge 3 mois après le départ. Donc, il y a vraiment aussi un aspect opérationnel à prendre en compte dans la mise en place d'un parcours de offboarding. Et puis après, l'objectif, c'était aussi d'améliorer la marque employeur. Et aujourd'hui, quand on va sur des sites de type Glassdoor ou autre et qu'on regarde Motul, comment est noté Motul, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de positifs qui en ressort, parce que justement, en fait, on a pu aussi potentiellement capter les signaux au moment des départs et du coup écouter le collaborateur et faire en sorte que potentiellement ces retours se font directement avec le manager, avec le RH ou avec du coup, la personne qui accompagne au départ, mais pas sur des sites de notation, ou en tout cas moins que ce que peuvent le faire, que ce que pouvaient le faire les collaborateurs avant. Et donc nous, en termes de bonnes pratiques, on a deux conseils. Premier conseil, c'est l'attitude. Donc là, c'est ce qu'on met ici. Donc l'attitude, c'est important. Écouter, rassurer, accompagner, remercier. Ça, c'est des choses qui sont importantes à pousser en termes de parcours et en termes d'état d'esprit, on va dire, au moment du départ. Donc là, ça passe par on va dire un guide d'accompagnement au départ qu'on peut pousser à tout son management et aussi à l'équipe RH pour faire en sorte que ces valeurs, on va dire, ces essentiels de l'attitude soient vraiment respectés. Et donc ça joue beaucoup dans quel que soit le type de départ, ça joue beaucoup dans la phase qu'on est en train de vivre. Et puis, la deuxième bonne pratique que nous, on met en place, c'est plutôt le côté opérationnel. Et donc là, on retombe plus sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la partie onboarding, avec des choses claires à mettre en œuvre étape par étape. Et donc là, on a toujours ces 3 phases-là. Donc, à l'annonce du départ, pendant le préavis et après le départ. Donc, nous, on a décomposé sur ces 3 phases-là. Et sur ces 3 phases-là, eh bien, nos bonnes pratiques, on va dire qu'on pousse là, mais il y en a plein d'autres derrière. Donc, au moment d'annonce du départ, c'est guider chaque acteur sur le rôle qu'ils ont à jouer, toujours. Parce que c'est vrai que si c'est une décision qui est prise par l'entreprise, il va falloir aussi guider un manager sur comment il doit l'annoncer à son collaborateur. Donc, c'est important de mettre en place justement un guide pour comment faire en sorte d'annoncer à son collaborateur que malheureusement, on ne poursuit plus l'aventure ensemble. Voilà, tout ça, ça nécessite en fait d'avoir de la communication, en tout cas un guide pour faire en sorte que chaque acteur ait sa place et guide aussi la personne au départ. Pendant le préavis, il y a aussi pas mal d'éléments autour de
du feedback. Donc, l'entretien de sortie, notamment, c'est quelque chose qu'on rend obligatoire dans nos parcours d'accompagnement pour faire en sorte de comprendre les raisons. Et donc, ça, c'est en général ce qu'on essaie de faire, nous, à travers le digital, du coup, c'est de le rendre anonyme, puisque quand on le rend anonyme aussi, ça permet de s'assurer que, que le collaborateur parle, on va dire, ouvertement. Donc, il y a des éléments qu'on peut faire de manière anonyme, mais aussi des éléments qu'on peut faire de manière constructive ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a différents types d'entretiens qui existent. Mais en tout cas, le faire de manière anonyme, ça aide aussi beaucoup dans les parcours. Et enfin, le dernier élément, la dernière étape, c'est après le départ. Ce que nous, on pousse, c'est essayer il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment, et nous, on l'a vu depuis quelques années maintenant, sur le principe d'employé boomerang, des gens qui reviennent dans l'entreprise parce que soit ils estiment qu'ils ont fait un mauvais choix en quittant l'entreprise et du coup, ils ont envie de revenir dans cette aventure-là, ou soit parce que les méthodes de travail aujourd'hui font qu'on a des contrats différents aujourd'hui avec des principes de vacataires, par exemple, dans la santé, de freelance dans les entreprises. Enfin, voilà. Du coup, ce qui fait qu'avoir gardé une communauté d'alumni auprès desquels on va continuer de communiquer sur les opportunités. On a par exemple, nous, pas mal d'alternants qui passent par notre solution. Les alternants, on n'a pas forcément un poste ouvert à chaque alternant qui quitte l'entreprise. Donc, garder ce vivier de collaborateurs où on sait que c'est des gens qui ont fait leurs preuves en entreprise, mais on n'a pas de poste à leur départ. Garder ces communautés d'alumni, ça a du sens pour la suite, pour pouvoir, lorsqu'il y a des postes qui sont réouverts ou autres. Et puis surtout, si tu les nourris, ces communautés d'alumni, au-delà de eux revenir, ils vont communiquer énormément auprès de leur propre réseau. Et tu sais qu'ils vont recommander des gens. C'est l'effet de la cooptation. Tu recommandes des gens sur lesquels tu peux compter et tu sais que ça matchera bien avec l'entreprise. Donc, c'est très important de nourrir cette communauté. Et puis, ça fait le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. Le fait d'avoir ces gens qui reviennent dans l'entreprise, si elles ont vu un autre environnement de travail avant, ça permet aussi de nourrir l'entreprise et d'avoir une vision plus diversifiée des manières de fonctionner. Donc, ça peut être que bénéfique. Et c'est vrai que nous, chez Acquia, on a pu l'expérimenter, d'avoir ces employés qui reviennent dans l'entreprise. Et c'est super bénéfique. Et là où je voulais juste ajouter quelque chose aussi, c'est sur les entretiens de sortie. Nous, avec nos clients, en fait, on voit trois niveaux de maturité sur l'offboarding. Tu as le niveau 0, c'est les gens qui font rien et qui évitent un peu ces sujets parce que c'est pas facile, parce que quand quelqu'un part, c'est forcément que il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait plus avec l'entreprise. Ceux qui font l'entretien de sortie, mais qui n'analysent pas les données. Et enfin, ceux qui font l'entretien de sortie et qui prennent le temps ensuite d'analyser les données pour dire, OK, quelles actions on prend. Parce que trop peu s'arrêtent à, OK, je comprends, j'ai entendu, mais derrière, je fais aucune action. Et c'est là ce qui est intéressant, parce que dans l'entretien de sortie, tu le disais, on parle peut-être 12 fois plus que d'habitude. Mais pour autant, il faut savoir distinguer les raisons qui sont inhérentes à la personne. Donc, typiquement, je sais pas, je veux déménager ailleurs et c'est plus compatible avec le mode de vie de l'entreprise, soit. Et les raisons où tu peux t'améliorer en tant qu'entreprise, typiquement sur la culture managériale ou sur la manière de collaborer. Et en fait, bien prendre le temps d'analyser ces entretiens de sortie, et ça passe par bien les cadrer au début pour avoir des données qui sont analysables, c'est super important pour derrière nourrir en interne pour les personnes qui restent, améliorer les choses, et aussi montrer qu'on a compris et que ça change. Et du coup, les alumni qui voient que grâce à eux, ça a changé au sein de l'entreprise seront d'autant plus positifs pour potentiellement revenir ou inciter d'autres personnes à y aller, quoi. Exactement. Et puis garder aussi ce réseau d'alumni, on le voit, par exemple, il y a aussi des opportunités potentiellement, soit d'affaires ou autres, qui peuvent se créer aussi auprès de personnes qui ont quitté l'entreprise. Donc, en gros, travailler sur ces sujets-là, il y a multiples enjeux derrière, et on n'est qu'au début de ce que les entreprises font, on va dire, sur ces sujets d'offboarding. Et on voit, nous, en tout cas, dans les attentes des entreprises avec qui on travaille, c'est qu'une fois qu'on a traité ce sujet d'onboarding, on a un parcours qui tourne, etc., le offboarding est la suite logique, justement, de l'expérience collaborateur. Et donc, on a vraiment ces deux grands moments qui sont aujourd'hui dans les tendances actuelles de ce qu'il faut travailler en tant qu'entreprise sur les sujets d'expérience collaborateur. C'est clair. Pardon. On a pas mal parlé, on a essayé de respecter les timings. Je crois que Génie, on n'est pas trop mal. L'idée, c'était de garder ce temps d'échange à la fin pour répondre à quelques questions-réponses. Je sais pas, là, je vais pas forcément une vision sur l'ensemble des questions. Je sais pas si Eugénie, tu en as vu qui ouais, bien sûr. au fur et à mesure. Quelques questions qui commencent à arriver.
Alors, une question de Guillaume, plus spécifiquement au sujet de Workelo. Pouvez-vous m'indiquer à partir de combien de collaborateurs Workelo peut être intégré? Alors, nous, l'onboarding est un sujet qui touche tous les types d'entreprises. Donc, que ce soit une TPE, une PME ou toutes les tailles d'entreprises peuvent être clientes Workelo. Mais en général, on a des entreprises qui commencent à partir d'une centaine de collaborateurs, on va dire. C'est là où on a les besoins de digitaliser pour faire en sorte de créer ce parcours. Donc, on va dire à peu près à partir d'une centaine d'intégrations. Ouais. Par an, on est à peu près une centaine de collaborateurs en entreprise. On a du coup l'opportunité de travailler ensemble, en tout cas sur un parcours qui est judicieux à travers Workelo. On a une question de Sarah sur la partie offboarding. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer les offboarding imposés aux salariés et celui imposé à l'entreprise? Tu y vas, Maxime, ou tu… Alors, c'est un sujet intéressant parce que je pense que tu as le cadre légal derrière de qu'est-ce que tu dois faire, typiquement comme les entretiens de performance annuels, etc. Donc, tu as des contraintes. Mais moi, je pense que moins on montre que c'est une contrainte, mieux c'est. Et donc, c'est-à-dire que tu as potentiellement l'entretien formel que tu es obligé de faire, mais l'objectif, c'est potentiellement de faire beaucoup d'autres choses à côté et de façon potentiellement beaucoup plus informelle. Typiquement, juste aller prendre un café ou boire une bière ensemble pour juste en se disant, bon, voilà, parlons franchement, qu'est-ce qui allait pas, comment tu l'as vécu, etc. Ça force la confiance, ça permet de garantir la sincérité du dialogue. Et donc, en effet, je pense qu'il faut distinguer le côté imposé aux salariés, à l'entreprise, et se dire, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer de collecter toutes les informations? Et ça passe par la diversité des manières de faire, et ça passe aussi par la diversité des parties prenantes impliquées. Typiquement, peut-être faire un offboarding entre pairs pour pouvoir garantir un dialogue encore plus ouvert, un onboarding avec les managers, un onboarding avec les directeurs. C'est un peu des pistes qui peuvent être creusées en fonction du besoin. Après, en effet, ça dépend aussi des ressources que tu peux mettre en place. Et notamment, j'anticipe aussi sur la deuxième question, mais je te laisse peut-être… Oui, justement, en effet, en effet, il y a différents types de départs. Donc, il y a les départs qui sont subis, les départs qui sont voulus par l'entreprise. Et donc, en effet, chaque départ va, on va dire, aussi permettre d'ajuster en termes d'expérience après le parcours de offboarding. Parce qu'en effet, si ce sont des départs qui sont à l'initiative de l'entreprise, on va moins être sur les raisons et de départ, etc. Ça va être du coup plutôt de la discussion sur… on va vraiment comme ça devoir ajuster, on va dire, les départs par rapport aux raisons. Mais après, il n'existe pas 50 raisons de départ. Donc, il y en a 3 ou 4. Donc, nous, on les a listées aussi de notre côté et on guide… par exemple, il y a les départs en retraite, il y a des départs de fin de contrat, CDD, alternant, etc. Du coup, comme ça, on va pouvoir ajuster dans les grandes lignes les parcours par rapport à ce type de départ. Et après, il suffit d'ajuster justement les grandes étapes. Mais en effet, il est important quand même de créer ce parcours socle pour tout le monde et puis ensuite, après, de faire par raison de départ. C'est comme ça que nous, on fonctionne dans notre solution. Merci à vous deux. Une autre question de Sarah qui demande des astuces pour une TPE qui n'a pas forcément les moyens de digitaliser, je pense notamment sur la partie onboarding. Quelles seraient vos astuces? Voilà, on en a donné tout à l'heure, mais c'est vrai que le mieux peut-être c'est d'aller sur le téléchargement du livre blanc. Du coup, en effet, on a pas mal de tips. Je sais que toi, de ton côté, Maxime, sur l'expérience collaborateur, il y a pas mal de tips justement sur des choses à mettre en place assez facilement. Et puis nous, sur la partie onboarding, on a notamment une checklist où en fait, vous n'avez plus qu'à imprimer les feuilles et en gros à cocher les cases des bonnes pratiques à suivre dans votre organisation. Donc ça, c'est valable pour tout type d'entreprise. Donc même les TPE, vous pouvez aussi l'utiliser sans souci dans la solution. Peut-être Maxime, si tu passes à la slide suivante. Ouais. On vous met, du coup, on met à votre disposition donc, nos livres blancs. Donc n'hésitez pas à la télécharger, on va mettre le lien dans le chat. Voilà, donc, des conseils sur l'onboarding, des conseils sur l'expérience employée, donc n'hésitez pas à les consulter. Est-ce qu'on a d'autres Quelques idées d'action sur la checklist du manager pour déclencher la cohésion d'équipe.
Je commence si tu veux, Maxime, et puis après, je te laisse prendre la parole. Alors, sur la partie manager, donc comme je disais tout à l'heure, la communication avant même le premier jour, par exemple, si on parle de l'onboarding ici, qu'elle soit à l'initiative du manager, donc que ce soit automatisé à travers une solution comme nous ou que ce soit laissé à la main du manager, c'est une bonne pratique qu'on pousse et qui permet vraiment déjà de renforcer ce lien entre le collaborateur et son manager. Donc, l'inciter à envoyer un message, par exemple, avant même le premier jour, c'est une bonne pratique que nous, on pousse. Après, il y a des entreprises qui vont un peu plus loin, qui invitent même le collaborateur sur des événements d'entreprise type after work ou autre, avant même qu'il soit dans l'entreprise. Donc, ce qui permet déjà de tisser un lien avant même le premier jour. Donc, c'est une bonne pratique qui peut être aussi mise en place. Et après, sinon, tout au long de la vie de ces premières semaines dans l'entreprise, des actions pour renforcer cette partie cohésion d'équipe, c'est de pousser un maximum le dialogue. Donc, c'est d'obliger le manager à faire des points réguliers avec le collaborateur sur le premier mois, par exemple. Et puis après, sinon, il y a des événements aussi du type, par exemple, en interne, chez Workello, on pousse ce qu'on appelle les vies ma vie. Donc, quand un collaborateur arrive dans l'organisation, il va vivre différents postes en interne, donc ce qui fait qu'on va comme ça apprendre à travailler sur différents postes, et donc ce qui permet de renforcer aussi la cohésion d'équipe, et on comprend les enjeux de chacun dans l'organisation, et donc aussi ça facilite les échanges entre les personnes. Donc, il y a quelques bonnes pratiques comme ça, il y en a pas mal d'autres qui existent, mais déjà, si on met en place ces quelques bonnes pratiques-là, pour moi, on est déjà à un niveau de satisfaction assez intéressant pour le collaborateur. Je ne sais pas, Maxime, si tu avais 2-3 autres idées. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que tu touches du doigt un peu les différents rôles que potentiellement le manager peut avoir, qui est intégrer le collaborateur à l'équipe au global, à son environnement. 2, c'est le faire monter en compétences aussi, parce qu'on l'a recruté pour ses compétences, donc lui expliquer un peu son rôle, ses responsabilités, et s'assurer qu'il soit bon dans son job relativement rapidement. 3, c'est lui inculquer la culture d'entreprise. Et en fait, ce qui est important, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est que le manager, potentiellement, il n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Donc, c'est comment on peut l'inciter à avoir ce temps, donc en lui créant potentiellement des nudges, donc des incitations douces de rappel sur attention, tu dois faire ça, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Bloquer des points dans l'agenda pour s'assurer qu'en fait, il se sera dédié à ça. Parce que trop souvent, les managers oublient un peu ce rôle-là, et pourtant, il est critique pour la bonne intégration. Et après, ce qu'on voit dans certaines entreprises, et c'est un exemple de totem, c'est se dire, en fait, le manager, il peut pas tout faire, il n'a pas le temps de tout. Donc, on va mettre des buddies différents. Il y a des entreprises qui mettent même jusqu'à 3 buddies. Un qui va s'assurer de l'intégration de l'équipe au global, un qui est plutôt le manager sur l'intégration pour le métier en tant que tel, et un autre pour l'intégration de la culture d'entreprise. Donc ça permet de diluer le temps et de faire monter en connaissance et en compétence le collaborateur avec 3 personnes différentes, ce qui augmente aussi l'esprit d'équipe au global, puisqu'on n'a pas qu'une personne à qui se référer, et donc du coup, si elle n'est pas là, on est un peu embêté, mais on a plutôt plusieurs points de contact dans l'entreprise, et donc on se sent intégré plus facilement. Très bien, écoutez, il est presque midi, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Alexandre et Maxime pour vos analyses et vos bonnes pratiques. Donc voilà, vous pouvez entrer, si vous souhaitez continuer à échanger, en contact avec Maxime ou Alexandre, si vous le voulez. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc le replay vous sera envoyé, et n'hésitez pas donc à consulter les bonnes pratiques dans nos livres blancs. Passez une très bonne journée, et encore merci à nos 2 invités. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.